Nous sommes tous conscients que le réchauffement de notre planète est un problème majeur, en tout cas l'un des plus graves de notre époque. L'argument sanitaire en faveur de l'action climatique est on ne peut plus clair. Les mêmes décisions non durables qui détruisent notre planète tuent aussi des personnes. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Dans quelle mesure considérons-nous réellement la crise climatique comme étant une situation d'urgence sanitaire concrète? La santé humaine est dépendante de la santé de la planète qui nous abrite. Les gens voient bien trop souvent le changement climatique sous le prisme de l'économie ou de l'environnement. Si la crise climatique était considérée comme une urgence sanitaire, nous pourrions accélérer les choses et obtenir de meilleurs résultats. Nous estimons que si les émissions restent stables et que le réchauffement atteint les 3,7 degrés d'ici à la fin du siècle, 4,7 milliards de personnes risquent de contracter des maladies transmises par les moustiques. Le risque pèse sur près de 5 milliards de personnes supplémentaires, et ce, pour seulement 2 maladies précises, le paludisme et la dengue. Comme nous allons le voir dans cet épisode, ces chiffres effleurent à peine les répercussions probables du changement climatique sur la santé. Les voies d'exposition sont multiples. Des conséquences directes de la chaleur et des tempêtes aux perturbations du système alimentaire. Sans oublier les maladies infectieuses et bien sûr, celles à transmission vectorielle très sensible au climat et transmises par des insectes à sang froid. Voilà pourquoi je considère qu'il s'agit de l'un des défis majeurs que nous aurons à relever de notre vivant. Dans cet épisode de Eye on Yellow Fever, traduit en français à partir de la version originale anglaise, nous allons nous pencher sur le danger que représente le réchauffement de la planète en matière de santé publique. Nous sommes Eye, abréviation d'élimination des épidémies de fièvre jaune. Dans cet épisode de Eye on Yellow Fever, découvrez les détails des menaces croissantes que fait peser la fièvre jaune à l'échelle mondiale. Épisode 4. La santé publique en période de crise climatique. Dans les épisodes 1 à 3, nous avons abordé en détail les enjeux liés à la fièvre jaune. Nous allons cette fois-ci élargir notre perspective, car il est évident que le changement climatique ne se limite pas à la fièvre jaune. À cette occasion, des invités de renom venus de 2 côtés de l'Atlantique se joindront à nous. Je m'appelle Rachel Lowe, je suis enseignante associée et bénéficiaire de la bourse Dorothy Hodgkin à l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. Je dirige un groupe de chercheurs rattachés au Centre du changement climatique et de la santé planétaire, ainsi qu'au Centre de modélisation mathématique des maladies infectieuses. De même, mes travaux portent sur l'impact des changements environnementaux sur les maladies infectieuses. Rachel nous en dira davantage dans la seconde partie de l'épisode. Mais avant tout, voici quelqu'un qui s'est intéressé à l'impact du réchauffement climatique sur la santé publique, avant même que beaucoup d'entre nous ne comprennent qu'il s'agissait d'un réel sujet. Merci de m'accueillir dans ce podcast. Je suis Jonathan Patz, professeur à l'Université du Wisconsin à Madison, où je dirige le Global Health Institute et travaille depuis 27 ans sur les effets du changement climatique sur la santé. J'ai coprésidé la rédaction du premier rapport sur la santé dans le cadre de l'évaluation nationale du changement climatique présenté au Congrès des États-Unis et participé au groupe d'experts intergouvernemental des Nations Unies sur l'évolution du climat pendant une quinzaine d'années. Je me consacre donc activement à l'étude des effets du changement climatique sur la santé. En 1994, année où vous avez organisé cette première session sur l'impact du changement climatique sur la santé publique, quelle a été à l'époque la réaction de la communauté des chercheurs et de la santé publique? Eh bien, au milieu des années 1990, lorsque j'ai commencé à travailler dans ce domaine, mes supérieurs à Hopkins m'ont demandé pourquoi je me penchais sur ce sujet. La plupart des gens ne se rendaient pas compte que la santé publique constituait une préoccupation fondamentale dans le contexte du changement climatique. Elle était donc une problématique secondaire, loin d'être le sujet dominant.
Aujourd'hui, le changement climatique est vraiment considéré comme une urgence sanitaire, ce qui n'était vraiment pas le cas à l'époque. Vous avez qualifié le changement climatique de mère de toutes les menaces pour la santé humaine. Pourriez-vous nous expliquer les raisons qui vous poussent à l'affirmer? Les effets du changement climatique sur notre santé sont si nombreux que les voies d'exposition sont multiples. Vous savez, les vagues de chaleur ont des effets très directs. Mais il ne s'agit pas seulement de température. Il est question de conditions extrêmes du cycle de l'eau, de sécheresse, d'incendies et d'inondations plus fréquents, de dysfonctionnement du système alimentaire et de maladies infectieuses véhiculées par des insectes à sang froid. Il suffit d'un demi-degré supplémentaire pour affecter considérablement la dynamique de transmission de ces maladies. Il y a aussi les facteurs à l'origine du changement climatique, à savoir les combustions fossiles qui réchauffent la planète. Cette combustion est à l'origine d'une pollution atmosphérique nocive qui tue chaque année entre 7 et 8 millions de personnes. Le problème est donc très sérieux. Il ne s'agit pas d'un seul agent pathogène, les voies d'exposition sont multiples. Voilà pourquoi je considère qu'il s'agit là d'un des défis majeurs que nous devons relever au cours de notre existence. Il s'agit d'un résumé de l'imbrication des problèmes. Pour revenir à notre thème principal, les maladies à transmission vectorielle, dont la fièvre jaune fait partie, le réchauffement climatique soulève des enjeux importants. Mais le professeur Paz nous explique qu'il n'est pas nécessaire de deviner, ni même de prédire, les conséquences d'un climat plus chaud et humide sur les schémas de maladies à transmission vectorielle. Environ 2 fois par décennie, nous avons l'occasion de nous projeter dans le futur, à travers le phénomène météorologique El Niño. Ce phénomène nous donne un aperçu de l'avenir. Celui-ci se produit en moyenne tous les 3 à 7 ans, avec des précipitations et des températures atypiques. On observe en outre une recrudescence des maladies infectieuses dues à ces conditions climatiques extrêmes. Dans le golfe du Bengale, El Niño augmente le risque de choléra. En Asie du Sud-Est, la dengue évolue. Il s'agit de maladies sensibles au climat qui vont réagir différemment. Étant donné que les moustiques vecteurs de maladies nécessitent un temps chaud et humide, les régions plus fraîches situées en altitude peuvent être considérées comme relativement sûres. Mais au fur et à mesure de la hausse des températures, les moustiques et les maladies prolifèrent. Pour chaque millier de mètres de dénivelé, on constate une baisse des températures de 6 degrés centigrades. Donc, à mesure que les hauts plateaux se réchauffent, ils deviennent plus propices à la transmission de maladies telles que le paludisme. Pire encore, les populations vivant à haute altitude risquent d'être beaucoup moins immunisées contre les maladies apparues récemment que celles où la maladie est endémique, ce qui pourrait en aggraver l'impact. Professeur Rachel Lowe. Nous observons ce phénomène, par exemple dans des régions auparavant plus fraîches du sud du Brésil, mais également dans les régions montagneuses qui se réchauffent. Ainsi, de plus en plus de régions du globe sont propices à la colonisation des moustiques et à la propagation de la maladie, notamment au sein de communautés très peu immunisées contre la maladie. Il convient par conséquent de mieux comprendre le potentiel d'expansion de ces maladies. Nous devons en outre améliorer nos partenariats avec les équipes de lutte antivectorielle et de la science du climat, mais aussi avec les décideurs politiques, afin que les régions soient préparées à l'éradication des moustiques et à la protection de leur population face à la propagation de ces maladies. Cela passe avant tout par des campagnes de sensibilisation à l'hygiène environnementale et par une meilleure compréhension des modèles de connexion entre les régions où ces maladies sont endémiques et celles qui ne sont pas encore touchées par ces maladies, mais qui présentent des conditions environnementales propices à leur propagation. Presque tout le monde sait qu'une augmentation des précipitations et de l'humidité entraîne une augmentation du danger que représentent les moustiques vecteurs de maladies. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, un manque de précipitations peut également entraîner une recrudescence du nombre de moustiques, en particulier dans les zones peuplées. La sécheresse ou le manque de précipitations peut aussi conduire à un stockage prolongé des eaux, ce qui peut avoir une incidence sur la prolifération des moustiques. Nous avons envisagé la mise au point de modèles pour tenter de dissocier l'impact du changement climatique d'autres facteurs socio-économiques. Dans une récente étude, nous avons fait des projections sur l'évolution de la durée de la saison de transmission de la dengue et du paludisme, 2 des principales maladies à transmission vectorielle dans le monde. Nous estimons
estimons que si les émissions restent stables et que le réchauffement atteint les 3,7 degrés d'ici à la fin du siècle, 4,7 milliards de personnes risquent de contracter ces maladies transmises par les moustiques. Or, si des mesures concrètes étaient immédiatement prises pour réduire ces émissions et limiter le réchauffement à moins d'1 degré Celsius, cette augmentation serait réduite environ d'une moitié. Les professeurs Lowe et Paz reviendront là-dessus sous peu et nous examinerons surtout les mesures possibles pour atténuer certains des effets graves du réchauffement de la planète sur la santé. L'activisme revêt un rôle essentiel pour faire pression sur les gouvernements afin qu'ils prennent des mesures visant à atténuer les effets du changement climatique sur la santé publique, notamment pour les émissions de carbone. Il faut donc montrer l'exemple. Vous écoutez l'épisode 4 d'une série consacrée au projet AI. Pour mieux nous connaître et découvrir nos objectifs, consultez le lien qui figure dans les notes de cet épisode dans votre lecteur de podcast ou recherchez tout simplement en ligne « Éliminer les épidémies de fièvre jaune ». Pour entamer cette deuxième partie, je vais vous présenter une nouvelle voie afin de replacer dans leur contexte les habitudes de reproduction des moustiques. J'ai consacré près de 25 ans de ma carrière à traquer ces vecteurs, moustiques, phlébotomes et autres, à travers le monde. La professeure Florence Fouquet est une spécialiste de la lutte antivectorielle à l'Organisation mondiale de la santé. Elle collabore étroitement avec des équipes qui sillonnent les habitations et les communautés exposées aux maladies transmises par les moustiques, comme la fièvre jaune, en vue d'éliminer les sources d'eau à ciel ouvert. La moindre flaque d'eau peut constituer un lieu de reproduction. À l'arrière du réfrigérateur, on trouve un petit récipient qui récupère l'eau qui en sort. Cette eau est donc assez froide, mais dans les régions tropicales, elle est plutôt chaude et suffisamment fraîche pour que les moustiques puissent s'y reproduire. Personne ne songe à ces endroits comme lieu de reproduction. On n'y pense pas, mais il y en a des milliers de la sorte. C'est là où réside toute la difficulté. Ils peuvent se reproduire dans pratiquement n'importe quel petit récipient d'eau. Leur contrôle est alors très difficile, car si vous en éliminez un, ils trouveront un autre endroit. Des gens ont été formés pour se rendre dans les maisons, informer la population, chercher des sites de reproduction, même dans les gouttières, partout où il est possible de trouver de l'eau. Mais dans un monde sensiblement plus chaud, la lutte antivectorielle et les mesures d'atténuation sont limitées. La professeure Lowe nous a présenté tout à l'heure ses conclusions selon lesquelles un réchauffement climatique de 3,7 degrés Celsius pourrait exposer 4,7 milliards de personnes supplémentaires au risque de contracter la dengue et le paludisme. Si nous parvenons à maintenir le réchauffement climatique en deçà d'1 degré Celsius, le nombre de personnes exposées au risque diminuerait environ de moitié. Pour les professeurs Lowe et Paz, une conclusion s'impose. Il est crucial de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter nos émissions et atténuer les effets négatifs du changement climatique, car un climat plus chaud et moins prévisible représente un véritable point de bascule qui rendra une grande partie de la planète exposée à ces épidémies. Vous savez, la crise climatique mondiale expose le monde entier au risque de recrudescence des maladies. Cependant, dans de nombreux endroits, et particulièrement dans les régions à faible revenu, la population est plus exposée à l'environnement naturel. Ils disposent de moins d'infrastructures en matière de prévention et de surveillance des maladies. Il s'agit là, à de nombreux égards, du plus grand dilemme éthique auquel nous soyons confrontés. Le changement climatique incarne la principale crise éthique de notre ère. Selon vous, quelles sont les priorités que nous devons établir afin d'atténuer les effets du changement climatique sur la santé publique? J'estime que la sensibilisation est essentielle pour faire comprendre que le changement climatique pose un problème sanitaire. L'activisme devient de plus en plus important pour faire pression sur les gouvernements afin qu'ils agissent en réduisant les émissions de carbone dans le secteur de la santé publique, lui-même gros émetteur. Il faut par conséquent montrer l'exemple. Les services de santé publique ont un rôle à jouer et peuvent contribuer à sensibiliser le public à l'importance d'adopter des pratiques plus durables. Mais il y a encore tellement à faire. La santé, par exemple, devrait être au premier plan des discussions de la COP26, mais elle n'occupe pour l'instant qu'une place très limitée dans l'agenda.
Peut-être qu'en tant que scientifique spécialiste de la santé, je ne suis pas impartial. Mais je crois vraiment que la majorité de la planète ne considère pas la crise climatique comme une urgence sanitaire. Pourtant, les gens se soucient de leur santé plus que tout. Les gouvernements se doivent de prendre conscience que la crise climatique est une crise sanitaire dont l'impact dépassera largement ce que nous avons connu avec la pandémie de Covid-19. Je considère cela comme notre principale menace du fait de toutes ces voies d'exposition au climat. Dans cet épisode, nous avons tâché de nous en tenir à des problématiques spécifiques liées au réchauffement de la planète et à la lutte contre les maladies. Il va de soi que le changement climatique s'inscrit dans un faisceau complexe et interconnecté d'autres problèmes, notamment la déforestation, les migrations environnementales forcées, le réaménagement des sols, l'urbanisation croissante ainsi que les déplacements massifs de population des zones rurales vers les bidonvilles et les favelas des grandes villes, dans des conditions souvent insalubres. Bien entendu, les catastrophes naturelles et les crises agricoles entraînent des migrations de réfugiés. La menace des réfugiés environnementaux forcés pourrait donc être la partie émergée de l'iceberg. Surtout pour les populations qui vivent dans des logements inadaptés et qui manquent de services élémentaires. Ces mauvaises conditions de santé environnementale frappent donc de plein fouet les communautés les plus pauvres qui n'ont pas accès aux services d'assainissement de base ou à des soins de qualité. Alors, si vous vous demandez la raison pour laquelle nous n'avons pas abordé ces sujets aussi importants et interdépendants, sachez que nous y reviendrons la prochaine fois dans Eye on Yellow Fever. Un immense merci aux professeurs Jonathan Paz et Rachel Lowe d'avoir partagé avec nous leurs connaissances, ainsi qu'à la Dr Florence Fouquet pour son expertise en matière de lutte antivectorielle. Vous pouvez effectuer une recherche en ligne sur « Éliminer les épidémies de fièvre jaune » et trouver le lien dans les notes de l'émission sur votre application de podcast. Le bouche à oreille est primordial pour atteindre de nouveaux publics avec des podcasts. Alors si vous le pouvez, envoyez le lien à une personne qui serait intéressée par Eye on Yellow Fever. Vous pouvez également cliquer sur « Suivre » afin que tous les futurs épisodes de Eye on Yellow Fever soient téléchargés automatiquement et directement sur votre appareil. Cet épisode a été produit par Dave Howard avec le concours d'Emilia Janssen et la conception sonore d'Adam Wallet. Eye on Yellow Fever est une production Bingo Media pour l'élimination des épidémies de fièvre jaune.